et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs en vos grades, qualités et fonctions. Déjà, je remercie l'Acadème pour l'organisation de cet événement et à vous voir aussi nombreux, je pense que c'est un réel succès. Quand on regarde en fait les guerres d'aujourd'hui, quand on réfléchit à celles de demain, je pense qu'il y a un constat qui s'impose, le ciel. Et quand je parle du ciel, c'est bien sûr toutes les couches de l'atmosphère et de l'espace. Ce ciel est devenu un réel champ de bataille. Et notre défense, notre sécurité se joue désormais dans cette troisième dimension. Ce que je suis venu vous dire ici, c'est que quand je regarde l'Ukraine, quand je regarde le Proche et le Moyen-Orient, quand on réfléchit aux menaces qui pèsent sur l'Europe, ma conclusion est assez claire. Notre capacité à prendre l'ascendant et à décider rapidement dans la troisième dimension, à mon avis, feront la supériorité opérationnelle de nos armées. En un mot, la menace grandit. Aviateurs, nous avons un rôle crucial à jouer. Pour comprendre ce rôle, comprenons bien les menaces. Il y a deux paramètres d'entrée qui changent radicalement la donne. C'est d'une part les bouleversements de la sécurité internationale, on vous en a certainement parlé beaucoup ici, c'est la brutalisation des relations entre États. Je pense que la rencontre entre les présidents Trump et Zelensky dans le bureau Oval incarne cette brutalisation. Et c'est d'autre part l'accélération de l'innovation technologique. D'un côté, les armes dites de décision, par exemple les missiles hypersoniques. Il faut d'ailleurs relativiser leur caractère un peu décisif. Ça ne s'exprime pas tellement sur le champ de bataille. Les Russes en ont tiré à peu près une dizaine, et pour autant, ça n'a pas décidé. La puissance de ces armes est dans leur caractère dissuasif. C'est la façon dont elles peuvent influencer, dissuader donc l'adversaire. De l'autre côté, vous avez les armes d'usure. Ces armes d'usure, elles sont produites en masse. Ce sont bien sûr les drones, les essaims de drones, pour quelques centaines de dollars. Et avec leur effet inscrit dans la durée, ce sont elles qui orientent véritablement les combats, en pesant non pas seulement sur les calculs des décideurs, mais sur la nation adverse tout entière. Et partout, l'intelligence artificielle qui accélère les développements et qui finalement réconcilie la masse et la haute technologie. Bref, de plus en plus d'armes encombrent le ciel et dans ce contexte, nous devons nous équiper et nous devons nous organiser. L'impératif, c'est la mise en cohérence de notre action dans tous les domaines, les opérations, bien sûr, mais aussi les ressources humaines, sans lesquelles on ne fait rien, et le développement de nos armes. Pour fédérer tout ça, il faut une vision. La mienne tient en une phrase. Il faut renforcer le statut de l'armée de l'air et de l'espace comme puissance militaire aérospatiale. Ce terme aérospatial, il est essentiel. Nous devons penser notre action désormais dans le continuum, ce continuum qui va du ciel à l'espace. Et quand je dis du ciel à l'espace, j'inclus bien sûr la très haute altitude, cette zone entre 20 et 100 km au-dessus de nos têtes, qui est encore une zone de Far West parfaitement incarnée par le ballon chinois qui a été abattu par un F-22 américain. Je pense que c'est ce continuum qui va nous permettre de structurer l'ensemble de notre manœuvre dans tous les domaines, comme je viens de le dire, les opérations, les ressources humaines et le développement capacitaire. Voilà un peu le contexte. Et maintenant, je vais vous préciser notre rôle, nos défis et notre réponse. Commençons par notre rôle. Quand je dis que l'air et l'espace conditionnent tout le reste, je ne fais que réaffirmer le principe vieux comme la guerre, selon lequel celui qui tient les hauts tient les bas. Dans les années 60, juste après le vol de Yuri Gagarin, le président Johnson affirmait que la partie se jouait dans la troisième dimension. Il déclarait, très justement, en prenant pied hors de l'atmosphère les premiers, les soviétiques ont lancé une course pour notre survie. La puissance aérospatiale conditionne la supériorité opérationnelle et stratégique. Mais revenons un peu à l'armée de l'air et de l'espace en 2025. Qu'est-ce que nous mettons sur la table? Qu'est-ce que l'on produit? Et finalement, notre mission se décline en 4 domaines d'action. Le premier, c'est tout d'abord l'appréciation de situation, autrement dit le renseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les menaces, prévenir les crises, évaluer les forces en présence. C'est vital pour préparer l'action, et on entend souvent parler de transparence du champ de bataille. Même s'il faut rester prudent, des progrès énormes ont été faits en termes d'observation depuis le ciel et l'espace. Les Chinois, par exemple, réactualisent la situation en mer de Chine des différents bateaux toutes les 10 minutes.
Mais voir le champ de bataille, c'est une chose. Comprendre les intentions, prédire les actions des uns et des autres, c'en est forcément une autre. Le renseignement, c'est un effort permanent. Et nous y contribuons. On y contribue tout le long de ce continuum. Dans l'espace avec nos satellites, bien sûr, et on peut se féliciter de la mise en orbite de CSO3 avec le tir d'Ariane 6 la semaine dernière, mais aussi dans l'air avec nos capteurs embarqués, ou même au sol avec nos forces spéciales. Deuxième domaine d'action, la dissuasion nucléaire. Je l'ai mis en deuxième, mais c'est en fait au cœur de tout. Il y a beaucoup de discussions sur la dissuasion au niveau politique et sur l'avenir de notre doctrine en ce moment. Mais notre capacité autonome en la matière est unique en Europe. La composante nucléaire aéroportée est un outil extraordinaire dont je suis le garant avec les forces aériennes stratégiques devant le CEMA et le président de la République. Ça fait plus de 60 ans que cette mission permanente a structuré l'armée de l'air. Le ravitaillement en vol, c'est la dissuasion. La guerre électronique, c'est la dissuasion. Et notre capacité à projeter de la puissance, c'est également de la dissuasion nucléaire. Tout ce qui relève du combat de haute intensité, on s'y prépare depuis toujours, on ne l'a jamais lâché, et les forces aériennes stratégiques nous tirent réellement vers le haut. Ça ne veut pas dire que la haute intensité ne concerne que les FAS, les forces aériennes stratégiques, mais c'est un exemple très fort et parfaitement incarné par l'opération Poker. Poker parce que l'on ne bluffe pas avec la dissuasion. Poker que l'on réalise 4 fois par an. Et ce sont des dizaines et des dizaines d'avions qui survolent pendant la nuit le territoire français pour s'entraîner à ce raid de haute intensité. C'est vraiment la mission de combat aérospatiale par excellence. Troisième domaine, la défense de l'espace aérien national et ses approches. C'est ce qu'on appelle la posture permanente de sûreté aérienne. Nous avons des hélicoptères, nous avons des avions prêts à décoller en quelques minutes, 365 jours par an, 7 jours sur 7. Comme la dissuasion, cette posture illustre un point essentiel et qui caractérise assez bien l'armée de l'air et de l'espace, la permanence. Cette permanence structure fondamentalement l'armée de l'air et de l'espace dans ses modes d'action et dans son exigence. C'est d'ailleurs pour cela que nos bases aériennes ne sont pas des sites militaires comme les autres. Ce sont de véritables outils de combat parce que l'on opère à partir de ces bases aériennes. Il s'y joue des missions opérationnelles tout le temps et à chaque instant. Il faut que l'on garde ça en tête quand on pense protection de nos bases aériennes, mais j'y reviendrai, et quand on pense également soutien de nos bases aériennes. Renseignement, dissuasion, protection, et puis enfin, vous avez tout ce qui relève de l'intervention au sens large, porter secours aux populations après un épisode météo catastrophique, Mayotte hier, La Réunion aujourd'hui. Les catastrophes s'enchaînent avec une intensité à un rythme croissant. Intervenir, ça peut être également évacuation des ressortissants, Afghanistan, Soudan, Niger. L'intervention, c'est aussi l'appui aux forces de sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie l'année dernière, où il y a eu une projection inédite, je dis bien inédite, des forces de sécurité intérieure pour permettre donc à la Nouvelle-Calédonie de retrouver son calme. Ça a été à un moment donné 9 A330, donc Airbus A330 MRTT en vol en même temps, pratiquement la flotte de l'armée de l'air et de l'espace. Nous avons fait à peu près l'équivalent de 3 fois le tour du monde, transportant des milliers de personnes et de fret. Et puis si on continue vers notre finalité ultime, on fait ce qu'on appelle la projection de puissance, c'est-à-dire le raid aérien, soit pour démontrer notre savoir-faire à nos alliés, à nos partenaires, comme à nos adversaires potentiels. C'est par excellence la mission Pégase que l'on exécute depuis un peu moins d'une dizaine d'années, donc en Indo-Pacifique. Mais c'est aussi pour frapper l'adversaire, et je vous rappelle la mission Hamilton en 2008. Vous vous souvenez de cette opération où on a pu neutraliser des usines de production chimique donc en Syrie. Et il faut bien comprendre que toutes ces missions sont liées. Si on sait faire la Nouvelle-Calédonie, c'est tout simplement parce qu'on sait faire Pégase. Et si on sait faire une mission de Pégase à l'autre bout du monde, c'est parce que l'on s'entraîne à nos opérations Poker 4 fois par an au-dessus du territoire national. C'est une caractéristique que très peu d'aviations militaires peuvent revendiquer. Pour autant, je pense que l'on est arrivé au bout d'un cycle. Il y a de réels défis qui se dressent face à nous
Et le contexte général, ce sont les deux tendances évoquées en introduction, un bouleversement de l'ordre international et donc concrètement la menace russe à nos portes, et deux, une innovation débridée qui remet en cause notre ascendant technologique et opérationnel. Je vais préciser ce que ça signifie pour les aviateurs. Vous avez tout d'abord le retour du fait nucléaire dans le jeu des puissances. Vous vous souvenez certainement des déclarations de Poutine sur ses alertes rehaussées au lancement de son opération spéciale en 2022, juste après donc l'invasion de l'Ukraine, qui s'est réalisée très concrètement avec la mise à l'eau donc de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, avec une défense solaire dans la couronne donc de Moscou qui a été activée, avec des bâtiments, des stocks de munitions qui également ont été activés. La dialectique nucléaire dicte le cours de la guerre. Pour nous, ça veut dire que l'impératif de crédibilité et de dissuasion est plus crucial que jamais. On est sur le devant de la scène, au premier rang de l'attention des autorités politiques et militaires. C'est d'ailleurs aussi une opportunité donc, en termes de moyens. Et c'est pour ça que je dis que la dissuasion est au centre de nos missions et qu'elle nous tire vers le haut. Ça a des implications immédiates. Par exemple, pour la définition du nouveau standard F5 du Rafale, que l'on souhaite complet. Complet parce que c'est ce Rafale F5 qui portera le futur missile ASN-4G, missile nucléaire, à l'horizon 2035. Et c'est ce Rafale F5 qui aura également des briques technologiques pour le successeur du Rafale, donc le fameux SCAF. Donc il faut bien comprendre que nous n'avons pas le choix et que notre raid nucléaire doit également pouvoir franchir les défenses aériennes ennemies. Parce qu'on fait face à une multiplication donc, de ces systèmes solaires. C'est bien sûr les S-300, S-400 dans l'enclave de Kaliningrad ou en Crimée. C'est bien sûr les S-500 autour de Moscou. C'est à la fois notre ascendant dans la troisième dimension qui est menacé et notre liberté d'action. Et donc, c'est un réel défi qui dépasse la question de la dissuasion nucléaire. Il faut une réponse capacitaire rapide et nous l'avons lancée. Ça veut dire, réinvestir donc le domaine de la suppression des défenses aériennes ennemies, ce que l'on appelle SID, et deux, développer des armements de saturation, que ce soit avec des drones de bas coût ou des moyens de guerre électronique ou électromagnétique offensifs. Ces moyens que l'on avait dans les années 90 et qu'on a laissés de côté parce que, tout simplement, le ciel devenait de plus en plus permissif. Deuxième défi, nous avons un sujet avec la militarisation de l'espace et la très haute altitude. Chaque année, le nombre de lancements augmente. En 2024, 160 lancements américains, avec 85% assurés par SpaceX, la Chine 70, la Russie un peu moins de 20, et nous 3. Les choses sont claires, soit on accélère maintenant, soit on est très rapidement déclassé. Et rappelez-vous la citation de Johnson que j'ai citée un peu plus tôt dans mon propos. L'espace et la THA sont donc des priorités absolues et nous avons des rendez-vous majeurs en 2025. D'abord, et je tiens à le souligner, et c'est extrêmement important, on a recouvré un accès souverain à l'espace et à l'échelle de l'Europe avec Ariane 6 et le lanceur italien Vega C. Et on inaugure cette année le bâtiment de notre commandement de l'espace avec la première base aérienne à vocation spatiale au mois de juillet à Toulouse. Les choses avancent, mais il faut encore accélérer. Et c'est le cas aussi dans la très haute altitude, avec dès cette année des moyens en termes d'observation, de communication, mais aussi de neutralisation des menaces dans cette tranche d'altitude. On se souvient, et je l'ai rappelé, donc ce ballon chinois, mais ce que j'aimerais, et c'est, j'attire votre attention sur le caractère, très Far West de cette tranche, qui mérite que l'on y investit des moyens rapidement, sinon d'autres le feront à notre place. Nucléaire, espace, très haute altitude, et dans le même temps, la révolution de l'intelligence artificielle de combat. Ça concerne les capteurs, c'est-à-dire le renseignement avec le traitement de données accéléré. Ça concerne aussi les effecteurs, avec la question de l'automatisation. Et ça concerne ce qui relie finalement entre les deux, c'est-à-dire les centres de commandement et de contrôle, le fameux C2. Le passage de l'analyse à l'action en boucle accélérée, c'est ça l'IA de combat. Ça se passe aujourd'hui, ça va encore accélérer demain avec le quantique. Et le sujet, c'est bien la vitesse à laquelle on décide, et c'est clairement quelque chose qui va être déterminant en termes d'ascendant opérationnel. Voilà donc à peine devenu mondial,
notre armée de l'air et de l'espace doit maintenant réussir, et d'urgence, le virage du spatial et de la transformation numérique avec l'IA. Pour finir le tableau des menaces, en toile de fond, il y a le dérèglement climatique, très important, avec des épisodes de crise qui se multiplient. J'ai parlé de nos outre-mer. Regardons aussi ce qui s'est passé aux États-Unis, très révélateur. En 2018, la base de Tyndall en Floride est littéralement ravagée. Évacuation des F-22 de la base, infrastructures dévastées, facture près de 5 milliards d'euros. Rebelote en septembre dernier, cette fois-ci avec l'ouragan Hélène. Certaines de nos bases aussi sont exposées aux risques climatiques. Rappelez-vous l'épisode donc de la base aérienne de Cazaux, qui abritait une bonne partie de nos rafales parce que l'on était en train de refaire la piste de Mont-de-Marsan. Et donc il y a une réflexion à mener et qui est en cours sur notre capacité à opérer dans un monde avec plus 2, 3 ou 4 degrés. J'en viens maintenant à notre réponse. Les choses s'accélèrent, les menaces se précisent et je pense qu'il nous faut être adaptatifs et collectivement intelligents. C'est ça qui fera la différence entre, d'un côté, les modèles qui prendront l'ascendant et de l'autre côté, ceux qui vont péricliter. C'est un peu ce que j'appelle le darwinisme stratégique. C'est ça le contexte. Maintenant, rappelez-vous mon intention, elle tient en 4 mots, décupler notre puissance aérospatiale. Pour ça, notre première force, ce sont nos aviateurs. Les qualités qu'ils détiennent d'une façon particulière sont réellement notre force. Je crois vraiment dans notre culture d'entreprise, dans cet esprit pionnier qui est tout simplement l'héritage de la conquête de l'air et de l'espace. Il y a 15 jours d'ailleurs, j'ai remis une décoration à la colonelle Sophie Adno, notre aviatrice astronaute. Je peux vous dire qu'elle incarne parfaitement cette idée. La deuxième qualité, c'est bien l'agilité, c'est-à-dire la réactivité en situation de contrainte. On apprend ça tout petit parce que l'avion ne s'arrête pas sur le bas-côté et il faut décider vite. Ça veut dire, par exemple, déployer des Rafales sur le flanc est de l'Europe en moins de 6 heures après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis, il y a l'ouverture aux autres. C'est quelque chose qu'on cultive dans toutes nos missions parce qu'on ne réussira rien seul. Action interarmée, mais aussi interministérielle. Je pense que les JO, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris sont un bel exemple d'intégration et d'ouverture, de manière assez aussi inédite. On a réussi donc à intégrer pour la protection donc de l'espace aérien au-dessus de nos têtes à Paris pendant les JOP à la fois des moyens des autres armées, mais également des moyens des autres ministères et également des moyens étrangers. Et c'est aussi cette ouverture sur la société civile et notamment la jeunesse. La jeunesse avec les escadrilles Air Jeunesse qui sont un réel succès. On a un devoir d'ouvrir nos portes à cette jeunesse et à lui montrer ce que l'on peut faire au sein de nos armées et en particulier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Ouverture sur nos alliés, en particulier aussi au sein de l'Europe, dans le contexte actuel. J'y reviendrai également, car on sait combattre avec eux sans préavis, parce qu'on s'entraîne avec eux tous les jours. Bref, esprit pionnier, agilité, ouverture, ces 3 qualités, elles sont pour moi le moteur, le principe directeur un peu de notre action, orienté vers 3 axes d'effort, et j'en terminerai là. La finalité, c'est-à-dire le combat, l'activité de nos unités pour s'y préparer, pour remplir les missions opérationnelles. Deuxième axe est le moyen le plus précieux. Bien sûr, pour atteindre cette finalité, c'est bien valoriser les aviateurs. Et enfin, les besoins que l'on a pour y parvenir, nos capacités et nos équipements. Premier axe donc, le combat. Pour sécuriser notre supériorité, on fait effort sur l'arrière, c'est-à-dire sur nos bases aériennes, en organisant leur résilience, c'est-à-dire la résilience de notre système de combat qui sont nos véritables points d'appui pour lancer nos opérations. On fait effort également sur l'avant, c'est-à-dire notre capacité à percer les défenses aériennes ennemies. On structure notre action, on s'organise également sur l'axe vertical et donc sur ce fameux continuum de la 3e dimension, du sol à l'espace en passant par la très haute altitude. Avant, arrière, axe vertical, et pour chacune de ces 3 directions, une approche bien sûr pensée en interarmée, qui est indispensable. Ce qu'il faut rechercher, c'est une logique, non pas une logique de silo, mais bien une logique d'ouverture transverse en interarmée.
c'est aussi le rôle de la fonction commandement et contrôle à tous les niveaux. Un C2R qui est à la fois conventionnel et nucléaire, un C2 espace et un C2 interarmée. Deuxième axe, les aviateurs. Ma première responsabilité, c'est bien sûr notre cohésion, c'est bien sûr notre force morale. Je veux redonner du souffle à nos aviateurs sans forcément, bien sûr, les changer parce qu'elles sont impérissables. Ces qualités, ça tient en 4 mots: respect, intégrité, service et excellence. On met ça en résonance avec une citation qu'on a intitulée « L'esprit d'escadrille ». Ça parle à tout le monde dans l'armée de l'air et de l'espace, mais bien au-delà. Je vous la lis, c'est dans la biographie de Mermoz écrite par Kessel. Au moment de rejoindre son escadrille il y a 100 ans, nos 4 valeurs étaient déjà là. Et je vous lis donc ces mots de Kessel. Le prestige du courage guerrier, la liberté dans la discipline, le geste individuel dans l'action de masse, la camaraderie sur terre et dans le ciel. Le moral des troupes, c'est un point d'autant plus critique que nous avons un enjeu fort de recrutement et de fidélisation. Je veux donc valoriser ces aviateurs. Et puis entre les deux, recrutement et fidélisation, il y a bien sûr le sujet de la formation. Et ce qui est un peu particulier chez nous, c'est ce qu'on a et ce qu'on est depuis toujours, une armée technique avec des nouveaux savoir-faire à acquérir rapidement, à la fois dans les domaines du numérique, mais également de la très haute altitude. C'est donc un point d'attention pour moi. Et enfin, le troisième axe, les capacités, les armes. Nous avons besoin de moderniser nos moyens, d'accélérer la mise en service de ceux qui sont nouveaux et d'améliorer la disponibilité de ceux dont on dispose. Dans le domaine capacitaire, j'ai donné un cap en prenant mes fonctions, et nous le tenons avec le soutien bien sûr du CEMA et du ministre. Il y a 6 domaines de priorité. Ils sont totalement cohérents avec les perspectives de changement d'échelle budgétaire qui s'annoncent. 1. La très haute altitude et l'espace. 2. La défense solaire intégrée dite multicouche. Quand je dis multicouche, ça part donc du mini-drone qui vole à 10 mètres de hauteur au planeur hypersonique en piqué de la stratosphère. 3. Notre capacité de frappe dans la profondeur avec la reconstruction rapide d'une capacité SID et de maîtrise du champ électromagnétique. 4. Les drones, des programmes de long terme comme le drone de combat, UCAV, mais aussi toute la panoplie des objets de plus petite taille qui sont en évolution permanente, sans oublier les drones armés ou munitions téléopérées. 5. Le numérique, pour maîtriser nos données et exploiter les avantages procurés par l'intelligence artificielle. Et 6. Enfin, repenser notre approche du maintien en condition opérationnelle de nos matériels. Le MCO qui doit passer donc d'un MCO de contrat à un MCO de combat, tout simplement d'une logique de temps de paix à une logique de temps de guerre. Voilà, je crois que nous avons également tous entendu le chef des armées la semaine dernière. Il y a une certaine solennité donc, à l'époque. Les aviateurs savent ce qu'ils ont à faire. Nous sommes réellement déterminés et je vous remercie de votre attention.